Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Nous sommes heureux d'être en ligne avec Monsieur Simon Hassoun. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission. Bonjour à vous. Bonjour à vous aussi. Bonjour à l'ensemble de notre auditoire et bonjour aux membres de votre association. Une association qui est connue à l'échelle internationale. Il faut bien préciser que notre invité de ce jour, c'est un militant de l'antiracisme politique au sein de l'Union juive française pour la paix, l'UJFP, dont il est membre de coordination nationale, éducateur de métier. Monsieur Simon, comme vous le savez, la France traverse une période très compliquée ces derniers jours, et notamment depuis l'été jusqu'à maintenant. Tout le monde parle de manipulation. Tout le monde se pose la question de quoi il s'agit. Dans un premier temps, est-ce que nous sommes sur le point de risquer civil ou bien, tout simplement, les Français ont bien compris le message et ces musulmans qui font l'objet de cette campagne presque maintenant 2 mois ont bien prouvé comme quoi ils ont ce qu'on appelle un sang-froid et sont très bel et bien intégrés pour défendre la laïcité républicaine. Bah oui, la première des choses, c'est que depuis cette campagne islamophobe qui a commencé il y a 2 mois, mais qui en réalité plonge ses racines très profondément dans la France, et c'est pas depuis 2 mois en fait qu'on a commencé à parler de l'islam ou des musulmans comme étant un problème. Il y a effectivement des discours qui aujourd'hui, des discours islamophobes qui poussent à la désintégration du lien social, qui poussent à la guerre civile entre guillemets, en stigmatisant et en reléguant, en humiliant de manière très violente une partie de la population, qui est d'abord vue et traitée comme étant descendant des pays que la France a colonisés, même après plusieurs générations, et qui de ce fait occupe dans la société inégalitaire qui est la société française une place qui est subalterne. Et donc dans ce contexte-là, l'islamophobie aujourd'hui apparaît comme un des axes privilégiés pour renforcer et reconduire ces inégalités, cette situation, aux côtés bien sûr d'autres facteurs et d'autres politiques qui sont productrices de ces inégalités. Donc on parle bien sûr des violences policières, de la gestion sécuritaire et policière des quartiers populaires, mais également toutes les discriminations que rencontrent les musulmans et les musulmanes, que ce soit à l'embauche, dans le logement, dans la politique éducative. Voilà, donc tout cela fait effectivement qu'il y a des politiques, des discours, des hommes et des femmes politiques qui aujourd'hui poussent au renforcement de ces inégalités avec des effets très réels, très concrets et très violents sur les populations qui en sont la cible. Voilà, comme on a pu le voir ces derniers mois. Mais au-delà de ces derniers mois, en fait, c'est quand même longtemps que la France se positionne dans le monde comme étant un des pays où le rejet l'exclusion des musulmans et des musulmanes de l'espace public, puisque c'est de ça dont il s'agit, est très avancé en France. Et on peut rappeler par rapport à ça que le terroriste de Christchurch en Nouvelle-Zélande, qui avait assassiné des dizaines de musulmans dans des mosquées, s'est radicalisé auprès d'auteurs français qui ont écrit en contexte français. Je pense à Renaud Camus, je pense à Alain Finkielkraut par exemple. Aujourd'hui, à certains égards, à beaucoup d'égards, la France peut être vue comme la capitale de l'islamophobie dans le monde. C'est extrêmement inquiétant. Vous êtes le coordinateur de l'association l'Union juive française pour la paix. Si c'est possible de nous donner un petit aperçu par rapport à cette association et quel rôle peut jouer sur ce combat que
un grand nombre de personnes qui mènent ces derniers jours acte frontal. On est dans un pic quelque part, parce que vous avez parlé comme quoi simplement tout ce qui est en train de se passer, ça date d'un certain temps, mais aussi on vit actuellement un pic de violence verbale, de violence par image, de violence aussi audiovisuelle, qui devient à un certain moment énervant. Quel rôle peut jouer votre association et aussi et surtout avec cette appellation sincèrement, moi, à titre personnel, j'aimerais bien vous le sachiez, ça m'honore et c'est pourquoi je me suis permis de vous appeler dans un premier temps, parce que aussi, il y a des gens d'autres communautés qui sont solidaires par rapport à ces musulmans, qui aussi sont solidaires par rapport à la défense contre cette injustice. Quel rôle peut jouer cette association et avant tout, de quoi il s'agit, s'il vous plaît? Alors oui, l'Union juive française pour la paix, c'est une association qui est née d'abord en 93, 94, donc juste après les accords d'Oslo, et qui avait pour objectif de porter une parole juive sur le débat du conflit israélo-palestinien, qui soit une voix juive de soutien aux droits du peuple palestinien et à ses revendications nationales et légitimes. Petit à petit, l'UJFP, après, a investi en France le terrain de l'antiracisme et aujourd'hui se revendique tout à la fois antiraciste, antisioniste et décolonial. Donc à partir de cette position, nous on parle, on essaye de porter cette voix juive et cette mémoire à partir de l'histoire des Juifs en Europe, mais pas que, à partir de ce que nos ancêtres ont pu vivre, d'apporter ce témoignage qui est encore éclairant du fait qu'on vit toujours dans un monde qui est traversé par le racisme, qui est traversé par toutes ces contradictions que les Juifs des années 10, des années 20, des années 30, 40 en France et en Europe ont subi de plein fouet. À partir de là, nous, le témoignage qu'on peut apporter aujourd'hui sur ce pic d'islamophobie, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un pic qui intervient à un moment donné où on a un gouvernement, un État dont la légitimité se trouve, vacille du fait qu'il s'est montré incapable de répondre notamment aux revendications du mouvement des Gilets jaunes. C'est dans ce contexte où le gouvernement est un peu instable qu'il décide d'aller plus en avant dans les discours stigmatisants, dans les discours islamophobes. Donc, ce n'est pas là un hasard à mon avis, c'est ce qui est extrêmement inquiétant, c'est que nous on sait que le génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale en Europe n'est pas tombé du ciel, n'est pas arrivé tout d'un coup alors qu'on ne s'y attendait pas, mais il a été rendu possible par des décennies de discours antisémites généralisés, de la même manière qu'aujourd'hui on voit que l'islamophobie se généralise dans le monde du travail, à l'école, repris par une large partie de la classe politique. C'est cette généralisation-là du discours raciste qui nous inquiète et qui nous fait penser à comment l'antisémitisme a travaillé les sociétés européennes pendant de longues décennies jusqu'à rendre possible des crimes de masse pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc nous, c'est un peu, je pense, la spécificité du témoignage qu'on peut apporter et de pourquoi il est absolument urgent aujourd'hui d'être solidaire des musulmans et des musulmanes en France, d'être solidaire en réalité de toutes les communautés, de toutes les minorités qui aujourd'hui peuvent se retrouver stigmatisées ou fragilisées par des discours politiques et des discours médiatiques les visant. Parce que pour nous, la lutte contre le racisme, elle ne se divise pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lutter de manière conséquente contre un racisme sans porter un discours global contre le racisme en général. Donc voilà, nous, au nom de cette histoire qu'on porte, au nom de notre mémoire et au nom de ce qu'on a à dire aujourd'hui dans la société en 2019, on se tient aujourd'hui fermement avec nos concitoyens musulmans ou musulmanes ou supposés-elles, de la même manière que hier se sont levés contre l'antisémitisme d'État en Europe des hommes et des femmes qui refusaient en fait cet état de fait. Monsieur Simon Hassoun, je suis aujourd'hui au studio avec un ami, David Vala, qui est un ancien djihadiste et qui a suivi tout ce que vous avez cité depuis tout à l'heure jusqu'à maintenant et qui souhaite échanger avec vous, si vous le permettez. Oui, bien sûr. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Allô?
Allô? Oui, on vous entend. Oui, On vous entend. oui, je vous entends, c'est bon. Parfait. Alors, en fait, j'écoute votre discours. Je voulais juste faire une petite remarque à ce qu'a dit Monsieur Hatim, l'avocat précédemment. J'ai mon poil républicain qui s'est hérissé sur le dos parce que proposer un dogme religieux pour s'opposer à un autre dogme religieux, les deux entendant gérer la cité, hors de question d'accepter ça, hein. Bon, c'est un premier préambule. La seconde chose, c'est que j'ai énormément de mal à me situer clairement parce que tout autant que je valide une partie de votre discours, s'agissant de voir qu'une communauté est montrée du doigt par ceux qui voudraient nous jeter dans la haine interconfessionnelle, tout autant il existe également une instrumentalisation de cette religion à des fins politiques qu'il s'agit de ne pas nier. Donc quand je vois moi par exemple le voile de nos mères ou de nos grands-mères, je ne vois pas autre chose qu'une pratique religieuse. Quand je vois des femmes voilées qui revendiquent de l'être en étant nées ici, je vois un projet politique. Il est là en fait le problème que nous avons, c'est que nous avons beaucoup de mal à discerner ce qui relève de l'islam de ce qui relève de l'islamisme. Jusqu'à présent, et jusqu'à preuve du contraire, l'islamophobie n'est pas un délit. Je suis désolé, c'est même un droit que je défends, moi, personnellement, alors que je suis musulman, je précise bien. Le problème que nous avons, je vais essayer de faire une synthèse qui était celle de d'une avocate tunisienne que j'ai entendue, et je regrette de ne pas avoir retenu son nom, parce que je la cite fréquemment. Elle dit « Le musulman est celui qui s'occupe de son lien à Dieu, l'islamiste est celui qui s'occupe de notre lien à Dieu ». Et notre État, notre laïcité n'est pas islamophobe. Rien n'empêche les musulmans de pratiquer leur culte. C'est lorsque le champ politique est investi que là, il y a un risque. Alors, j'espère avoir été clair, parce que j'ai une position entre le marteau et l'enclume. Ça fait des années que je me prends des coups de tous les côtés, alors que j'entends avoir un discours qui est celui de la cohésion nationale et pas de la division. J'entends. Mais par rapport au terme d'islamophobie, ou sur le supposé droit à être islamophobe, en fait, ça dépend évidemment de ce qu'on entend par islamophobie. Et ce qui est clair aujourd'hui dans la plupart des pays dans le monde, mais malheureusement sauf en France, c'est que ceux qui utilisent ce terme d'islamophobie désignent le racisme anti-musulman. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas de droit revendicable à être islamophobe. Je suis désolé de vous contredire. L'islamophobie est un terme qui empêche toute critique de l'islam, de son dogme. Il ne s'agit pas... Alors, faut être très très clair. Critiquer le dogme de quelqu'un qui pratique une religion n'est en aucun cas une attaque directe à cette personne. J'entends, moi, en tant que musulman, avoir le droit de critiquer les textes ou de les questionner sans être taxé d'islamophobe. Je ne m'en prends pas aux croyants de cette religion, je m'en prends aux éléments du dogme suivis par certains croyants qui, eux, s'avèrent dangereux pour nos libertés. Et je refuse ce terme d'islamophobie s'agissant de qualifier des attaques envers des individus. Il s'agit de racisme au sens légal du terme, de discrimination et d'agression physique qui relèvent du droit et qui doivent être condamnées sans délai. En revanche, la critique du dogme ou la critique de certains éléments de ma religion, je le précise, ne doit pas relever d'une accusation d'islamophobie. Je suis désolé. Mais aujourd'hui, en fait, l'enjeu actuel n'est pas celui de le dogme islamique ou la théologie musulmane. Ce dont il s'agit aujourd'hui, ce sont des discours politiques et des mesures et des actes politiques qui ont des effets très réels sur justement les personnes musulmanes et musulmanes qu'on va interdire, qu'on va au fur et à mesure exclure de l'espace public, c'est-à-dire ça commence par l'école, ça commence par les administrations, puis c'est les mères voilées, puis il y a une polémique sur la commercialisation d'un hijab de running. On parle maintenant d'interdire le voile dans l'espace public, c'est-à-dire dans la rue, dans tout ça. Donc, ce dont il s'agit aujourd'hui, ce n'est pas un débat théologique ou une controverse religieuse. Moi, je n'ai pas entendu Jean-Michel Blanquer ou d'autres responsables politiques engagés dans un débat religieux ou un débat théologique. Ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est de l'exclusion de la communauté nationale légitime, l'exclusion de l'espace public et la stigmatisation de toute partie de la population en raison de son appartenance religieuse. Donc on n'est pas du tout là dans un débat qui aurait pour objet la religion en tant que telle. On est dans un débat sur des politiques qui touchent des individus dans leur vie réelle, dans leur vie concrète de tous les jours.
Et ça jusqu'aux enfants. C'est-à-dire moi, quand j'entends le ministre de l'Éducation nationale dire que un petit garçon qui ne souhaiterait pas tenir la main d'une fille, d'une petite fille, c'est un signe faible ou pas faible de radicalisation, je trouve ça extrêmement inquiétant. Enfin, moi-même, quand j'étais un petit garçon, je pouvais très bien ne pas avoir envie de tenir la main d'une fille parce que quand on est un petit garçon, on n'a pas envie de tenir la main d'une fille. Et le problème, c'est, si vous permettez, monsieur, le problème, c'est qu'il y a des discours qui sont extrêmement stigmatisants et qui s'adressent à une partie de la population et qui, par ailleurs, est une partie de la population qui est déjà en bas de l'échelle sociale, de l'échelle socio-économique. C'est une grande partie des classes populaires françaises, du prolétariat français, et qui est déjà en fait soumis à tout un ensemble de facteurs qui la placent face à des inégalités par rapport au reste de la population. Et donc, de ce point de vue-là, si vous le permettez, M. Hassan, parce que je dois intervenir là par rapport à cet échange, qui est un échange de vérité entre vous deux. Ça me fait plaisir qu'il y ait deux avis qui diffèrent l'un de l'autre. Si j'ai bien compris un petit peu la situation, on est dans un cadre de stigmatisation d'une population bien précise. Oui, bien sûr. Oui, c'est donc, ça. Ce sont les musulmans, autant que tels, et selon, si j'ai bien compris un petit peu le message de M. David Valla, lui, il dit que l'islamophobie, c'est le critique de la religion. D'après ce qu'il dit. C'est le critique de la religion. On n'est pas trop loin entre les deux parce que cette religion est représentée par ces musulmans, quelque part. Voilà. Oui, c'est ça. Mais en fait, à mon avis, le débat sur le terme d'islamophobie, c'est un débat qui cache en fait le véritable enjeu. C'est-à-dire que en fait, c'est pas très intéressant de discuter est-ce que le terme islamophobie est un bon mot ou pas à partir du moment où on sait de quoi on parle derrière ce mot, c'est-à-dire d'un racisme, d'un racisme structurel qui aujourd'hui existe et est repris jusqu'au plus haut sommet de l'État en réalité. C'est ça qui est inquiétant. Donc c'est pas tant le débat sur le terme d'islamophobie que le débat sur les politiques et les discours qui aujourd'hui sont en œuvre en France et qui ont des effets réels sur la société. Et c'est ça qui est vraiment l'enjeu d'aujourd'hui. On pourrait dire que le terme antisémitisme, par exemple, n'est pas un très bon terme parce que le sémitisme ce n'est pas spécifiquement les juifs, mais bon voilà. Mais il se trouve que ce terme-là d'antisémitisme désigne le racisme anti-juif et c'est compris comme ça. Mais à mon avis, c'est pareil avec le terme islamophobie. On pourrait très bien dire que le terme n'est pas forcément le meilleur terme adéquat. Moi, je ne sais pas. Je sais c'est le terme qui a été choisi par ceux qui luttent contre ce racisme-là. Et de ce point de vue-là, moi, je pense que ce terme est tout à fait adéquat en fait et utilisable pour désigner ça. Surtout qu'il est utilisé en fait dans la plupart des pays occidentaux, mais voilà, en France, ils continuent de poser problème. Écoutez, monsieur Simon, si vous le permettez, je posais la question à M. David Valla, puisque vous avez évoqué quelque chose d'intéressant. Donc, il est à l'écoute, il est à côté de moi. La question est simple. Est-ce que, comme il a expliqué M. Simon, l'islamophobie est à pied d'égalité que l'antisémitisme? L'attaque envers des individus est condamnable et relève du droit. Les stigmatisations, les refus d'accès à un travail pour des raisons ethnologiques ou des raisons sociales ou des raisons d'origine sont condamnables. En revanche, opposer le terme d'islamophobie à toute critique objective du dogme opéré par des musulmans, c'est ça le plus fort. Par exemple, il faut savoir que le voile, selon les propres textes de tous ceux qui sont lettrés dans cette religion, n'est pas une pratique religieuse. Elle relève d'une norme sociale et politique de l'antiquité arabe bédouine de l'époque. Donc aujourd'hui, on nous vend un fait religieux qui n'en est pas un, mais qui est instrumentalisé par des gens qui ont une volonté de manipulation politique de ces communautés. Et moi, je me situe au milieu. J'essaie de dire aux uns, ne tombez pas dans le piège de l'instrumentalisation de votre religion, et de dire aux autres, ne stigmatisez pas, ne faites pas de l'essentialisme à la Zemmour, considérant que tout musulman est un terroriste qui s'ignore. Est-ce que le fait de critiquer la religion juive ou chrétienne rentre dans cette logique de quoi vous faites allusion par rapport à l'islam? Mais c'est un droit. Pourquoi aurait-on le droit de critiquer le dogme catholique ou le dogme juif et pas celui musulman? Pourquoi on n'aurait pas le droit? Parce qu'il y a des gens qui disent comme quoi vous risquez d'être accusé d'antisémitisme. Mais on me fait souvent le procès. Alors je précise bien, j'exècre au dernier degré ce parti et l'apocalypse arrivera avant que mon bulletin tombe pour le Rassemblement national. Mais à chaque fois on me dit, vous faites le jeu du Rassemblement national. Mais ce n'est pas parce que les nazis avaient des chaussures que je vais marcher pieds nus. C'est pas parce qu'un gars qui est mon adversaire politique dit qu'il est 14h à 2h de l'après-midi que je vais dire qu'il est midi. Il est là aussi le débat. Monsieur Simon? Oui, mais enfin,
Alors moi, je reviens sur cette idée. L'enjeu du débat actuel sur l'islamophobie et sur les politiques islamophobes n'est pas un débat religieux. Il ne s'agit pas de critique du dogme musulman ou de la théologie musulmane. L'enjeu des discours islamophobes aujourd'hui est celui d'exclure une partie de la population qu'on voit comme étant musulmane, de l'exclure de l'espace public. Il est là l'enjeu. Enfin, il n'y a aucun débat sur le dogme musulman. Et quand bien même le voile ne serait pas une tradition, ne serait pas un dogme religieux, ce n'est pas ça la question. La question, c'est que des personnes vraiment des femmes qui portent le voile vont être soumises à un ensemble d'interdictions, de se rendre sur tel lieu, de faire telle activité, d'accompagner une sortie scolaire par exemple. Et le problème est bien là que le voile soit vu comme quelque chose de religieux ou de culturel, ce n'est absolument pas la question. Et quand bien même serait n'est pas la question non plus la démarche qui amène telle femme ou telle femme à porter le voile. À partir du moment où c'est le choix de ces femmes-là, où ce n'est pas quelque chose qui est subi ou qui est porté sous la contrainte, l'État en fait n'a pas à s'interférer dans ce choix, à l'interpréter, à parler à la place de ces personnes et à prendre des décisions qui vont toucher ces personnes. Le débat est là. Monsieur Simon, il me reste une dernière question, s'il vous permettez, parce que là, le temps presse et comme vous le savez, j'ai 4 intervenants. Heureusement, aujourd'hui, j'ai monsieur David Valla qui m'accompagne par rapport à ces interventions et en même temps d'alimenter un petit peu le débat. L'objectif, il est là. Il faut qu'il y ait un échange, le pour et le contre, comme je pas cessé de le répéter. Selon vous, avec votre expérience, avec un peu de recul quand même, est-ce que les musulmans de France ou les Français musulmans ont bel et bien démontré une belle leçon de défense de la laïcité devant cette épreuve qui a duré un certain temps? Bien moi je pense que oui. Tout à l'heure vous parliez du sang-froid de la communauté musulmane face aux dernières semaines. Je pense qu'effectivement c'est quelque chose qu'il faut saluer et qu'il faut remarquer. En réalité, ce sont ceux qui aujourd'hui défendent les femmes voilées face au discours islamophobe qui sont dans la ligne de la laïcité telle qu'elle a été instituée en France. C'est-à-dire que l'État, il y a une séparation entre l'État et les différentes églises, et l'État doit garantir à chacun et à chacune la possibilité de pratiquer sa religion dans des conditions dignes. C'est ça aussi la chose, c'est qu'il faut avoir le droit de pratiquer sa religion et de le faire d'une manière qui assure à tous une égale dignité. Donc, effectivement, moi je pense qu'aujourd'hui, défendre les musulmans et les musulmanes face à l'islamophobie, défendre parmi eux les femmes voilées qui sont sous le feu direct de ces attaques-là, c'est réclamer en fait l'application pour toutes et pour tous de la loi sur la laïcité. Il n'y a pas aujourd'hui de débordement de cette loi sur la laïcité ou de débordement de la laïcité par les musulmans et les musulmanes. Au contraire, moi je pense que il y a aujourd'hui aujourd'hui les gens veulent vivre de manière sereine et à égalité avec chacun et chacune aujourd'hui en France. Ce qui les met en but justement à ces discours et à ces politiques racistes. Simon Hassoun, merci infiniment d'avoir clarifié notre auditoire par rapport à ce dossier qui brûle un petit peu ces derniers jours. Il faut bien préciser que notre invité, M. Simon Hassoun, est militant de l'antiracisme politique au sein de l'Union juive française pour la paix, l'UGFP, dont il est membre de la coordination nationale et les éducateurs de métier. Bon courage et bon vent avec vos différentes actions, parce que je vois un petit peu ce que vous faites. C'est sincèrement, c'est très 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 fort. Toutes mes félicitations et aussi tous mes encouragements. L'émission Arc-en-Ciel à votre disposition et aussi aux membres de cette association de s'exprimer, mais aussi de donner leur avis sur l'actualité française, voire internationale. Je vous dis à très bientôt. C'est moi qui vous remercie et je vous dis à bientôt. Merci à bientôt, beaucoup. monsieur. Au revoir. Merci, au revoir. Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-Ciel, la chronique.
Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive.